Je reviens très brièvement sur ce que j'ai mentionné, le système de sous-section universelle qu'on retrouve dans les régions désertiques. Donc, tous les individus, toutes les personnes, mais aussi les lieux sur le territoire, les animaux. Bon, mais on va se concentrer pour le moment là, sur les personnes humaines. Chaque individu, de par sa naissance, de par parents, donc père et mère, appartient à une sous-section. Donc, quand je dis moi j'étais Nabangali, c'est que les femmes, les quelques femmes qui travaillaient à la cuisine avec moi étaient Nabangali. Donc, elles m'ont désigné comme leur sœur, comme Nabangali. À l'intérieur de ce système de 8 sous-sections, je ne vais pas toutes les nommer, mais une Nabangari, en règle générale, va épouser, donc les Jambijin sont dans une relation d'époux avec les Nabangari. Mes enfants, les filles seront des Nangala, les garçons seront des Jangala. Ma mère est une Naburula. Ah, là, il aurait fallu que je me rafraîchisse la mémoire avec ça. Okay. Donc, ma mère est une Naburula. Mon père est un Jakamara. Donc, c'est ça. Chacun doit nécessairement appartenir à une sous-section pour rentrer, pour que ça fasse sens dans le système, qui est un système relationnel. Okay? On est vraiment dans un système relationnel. Et ça peut devenir donc très complexe. Maintenant, ça, c'est différent des groupes linguistiques. Donc, dans une communauté comme Balgo, des groupes linguistiques et territoriaux, c'est-à-dire qu'au moment où à la périphérie de cette vaste région désertique, le gouvernement ou les églises ont commencé à fonder des communautés ou des missions pour accueillir les nomades, les gens de ce vaste territoire, les différentes familles, selon où on en était rendu dans le cycle saisonnier puis dans leur déplacement, ont convergé vers différentes communautés, que ce soit vers le nord, vers le sud, l'est, l'ouest. Et donc, à Balgo, s'est retrouvée une majorité d'un groupe qui se définit comme Gugaja, qui parle Gugaja, mais au fil des ans, d'autres familles qui, elles, se définissaient plus comme Walpuri ou Pintupi sont venus donc rejoindre les rangs de Balgo. Mais tous ces gens-là, et là on est dans vraiment une logique relationnelle, à la fois les individus, les familles, les groupes sont en relation, ont des relations avec des groupes sur une vaste étendue de territoire. On pourra y revenir. Donc, on est en janvier 82. Okay? Donc là, moi, je suis prête. Moi, dans mon esprit, je reste à Balgo. Là. Mais encore là, donc, la vie va en décider autrement. La loi australienne, il y a une nouvelle loi australienne donc, qui va être votée. Je ne sais pas exactement à quel moment, mais j'imagine début des années 80, ou peut-être que ça datait déjà, je crois que ça datait probablement des années 70, où toutes les missions devaient être abolies. Et c'était cette idée aussi de remettre le pouvoir dans les mains des Aborigènes. Dans les mains des Aborigènes, on allait créer des conseils de bande et les Aborigènes allaient s'administrer, se gouverner eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est ça, c'est que la mission, donc l'Église catholique, la mission où j'étais, c'était vraiment les irréductibles gaulois. Là, eux ils s'accrochaient, là, l'Église s'accrochait, c'était leur bébé, ils avaient fondé la mission et ils ne voulaient pas lâcher prise. Mais là, le gouvernement les met au pied du mur, il leur dit que c'est plus possible. Donc, la mission est dissoute. Balgo n'est plus une mission catholique, ça devient une communauté aborigène. Et donc, le missionnaire doit partir. Tout ce qui appartenait à la mission, dont la cuisine, tout ça est fermé. Donc, je me retrouve sans emploi et sans logement. Hein? Et donc, l'Église va rester très présente à Balgo. Mais c'est plus, donc, elle ne va plus administrer. L'Église reste présente, ils vont réussir à négocier avec le gouvernement qu'elle maintient la responsabilité de l'école primaire. Elle va développer des programmes d'éducation aux adultes et elle s'occupe du culte. Donc,
on fait en sorte qu'il y ait toujours un prêtre là, dans la communauté et quelques religieuses. Et ils vont rester, les aborigènes vont maintenir là, une relation très, très amicale avec ce monde-là, parce que finalement, aussi, au fil des décennies, on trouvait que les religieux étaient plus efficaces que les gens du gouvernement. Ça, c'est une autre histoire. Aussi, et donc là, bon, je vais quitter la communauté en janvier 82, mais avant donc de revenir au Québec, avant de quitter Balgo, juste dire là, une dernière chose par rapport donc à Warwick. Donc je disais que c'est lui qui a eu le poste de Mission Cook au début. Hein? Il m'a passé les rênes, les spatules et les brochettes. Mais entre-temps, donc oui, de temps en temps, là, il m'assistait à la cuisine, évidemment, mais essentiellement, et comme artiste, lui avait vu aussi qu'on est au début, 1980, dans les régions désertiques, on est au début du mouvement acrylique. Donc le mouvement de peinture acrylique, qui est né à Péponia, dans la communauté où travaillait Fred Myers, que j'ai mentionné tantôt, qui était né dans les années 70 à Péponia. C'est tout simplement que les aborigènes se sont appropriés l'acrylique, la toile rectiligne, pour dessiner de manière plus permanente leurs motifs traditionnels, soit donc les peintures qu'ils faisaient sur le sable traditionnellement, peinture corporelle, donc tout leur dessin traditionnel. Mais l'acrylique leur donnait tout un éventail, une palette de couleurs qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'avant, tout ça se faisait avec des pierres d'ocre, hein? Donc des pierres d'ocre. Et ils vont vraiment, donc, s'investir pleinement dans la production de peinture acrylique, surtout quand ils ont réalisé que l'œil occidental était donc vraiment appréciait énormément cette esthétique-là. Et donc, Warwick a compris que c'était le début du mouvement acrylique et a voulu donner un coup de pouce aux gens de Balgo. Les gens de Balgo qui étaient déjà en contact avec les Pintupi de Péponia et avec d'autres communautés qui faisaient déjà de la peinture, l'auraient fait de toute façon, mais il fallait un petit coup de pouce, il fallait des fonds pour acheter de l'acrylique, les toiles rectilignes et tout. Donc, Warwick va se promener à Adélaïde, à Sydney, pour essayer d'aller chercher des subventions gouvernementales du Conseil des arts australien et tout ça. Là. Donc, va obtenir quelques subventions, va faire des ateliers de peinture et les aborigènes donc, vont commencer à Balgo, là, vont commencer à produire des peintures. Mais, donc là, j'arrête là sur le mouvement acrylique parce que je vais y revenir plus tard. Là. Et de la production artistique à Balgo. Pardon. Donc, je suis début 82, j'ai plus d'emploi, j'ai plus de logement. Dans ma tête, je reste en Australie, j'ai la résidence permanente, je vais travailler avec les aborigènes. Mais c'est la première fois, depuis que je suis partie en 76, que j'ai l'argent pour aller voir ma famille à Québec. Donc, je me dis, OK, j'arrive. Je reviens au Québec quelques mois. Je leur dis, excitez-vous pas. Moi, je fais ma vie en Australie, je viens juste quelques mois. Et donc, j'arrive au Québec. J'arrive dans un Québec aussi, tu sais, le Québec, là, vient de vivre un moment clé de son histoire contemporaine, là. En 76, le Parti québécois a été élu. En 80, il y a eu le premier référendum. Moi, tout ce temps-là, je ne suis pas là, là. OK? Donc, j'arrive oui, ben, je suis ailleurs. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je suis pas vraiment là. En plus, ça fait pas loin de 6 ans que je n'ai pas parlé français. Je pense en anglais, je rêve en anglais. Ma vie est en anglais. OK? Donc, ma famille et mes amis souverainistes, une chance qu'ils sont fins. OK? Ils sont gentils. Ils n'ont rien dit, malgré que je voyais les grimaces sur leur... Je parlais avec un accent anglophone très prononcé. Ça a pris quelques mois avant. J'ai travaillé fort. Et je retrouve, donc, et ça a été précieux, je trouve aussi. Donc, au retour comme ça, j'ai retrouvé ma famille, donc évidemment, et qui s'était agrandie entre-temps, là, avec les enfants de mes frères et sœurs. Mais j'ai retrouvé donc 2 bonnes amies de jeunesse, là. Caroline, dont j'ai parlé tantôt, et Nicole, qui sont toujours donc des très bonnes amies.
Donc, en fait, bon, les premières semaines, c'est vraiment juste d'aller visiter la famille à travers le Québec et de réapprendre le français. Et quelques semaines après, dans le courant de l'été, je retourne au département, ou non, on devait être en... Non, attends, je suis arrivée en juin, donc j'ai dû y aller en septembre, là, parce que l'été, les profs sont pas au département. Je retourne au département d'anthropologie de l'Université Laval, et pour aller rencontrer Yvan Breton, qui m'avait enseigné au bac, qui était un des premiers profs au département. Et j'avais un très bon souvenir de lui, je me souvenais bien de lui. Donc, je vais voir Yvan. Puis je commence comme ça, mine de rien, lui raconter. Il se souvenait de moi, bon, parce qu'on n'était peut-être pas si nombreux que ça dans les cohortes avant, là, ou alors il y avait une très bonne mémoire, ou je sais pas, là, moi, en tout cas. Donc, je lui raconte tranquillement mon histoire, puis plus je raconte mon histoire, ben là, je vois comme les yeux qui... Et là, il me dit, tu préfères une maîtrise? Oh, j'y avais pas pensé. Il dit, on pourrait obtenir une bourse d'excellence du CRSH, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. J'ai dit, ben, c'est parce que moi, j'ai dit, je retourne en Australie, là. Ben, il dit, ah, j'ai une maîtrise. Il dit, t'as écrit un peu, là? Il dit, quand t'étais à Balgo, il t'a pris des petites notes, là? Bon, je lui dis, oui, pris des notes, là. Pris des photos, pris des notes. Il dit, regarde, dans 2 ans, t'as fini, puis tu repars en Australie après, tu sais. Et bon, ben j'applique. Bon, regarde, écoute, moi, là, pourquoi pas? Je suis encore dans une période de ma vie où moi, je suis ouverte à tout ce que m'offre la vie, là, tu sais, j'ai pas de plan. Là, mon seul plan, c'est que je vais retourner en Australie travailler avec les aborigènes. Et donc, j'applique et j'ai la bourse. Et là, tout de suite, avant que j'oublie, je veux quand même souligner que donc, ce Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, moi, m'a accompagné durant toute ma vie des études graduées et de chercheurs, là. Donc, je leur dois une fière chandelle, là. J'ai été boursière à la maîtrise, boursière au doctorat, postdoc, puis après, subvention de recherche, là. Donc, oui, c'est une présence très précieuse au Canada pour les chercheurs en sciences sociales. Et donc, je commence la maîtrise probablement en janvier 83, j'imagine, euh, au département d'anthropologie. Euh, je, je, je commence surtout à lire ben, sur les aborigènes australiens, euh, un peu d'anthropologie, mais j'ai pas encore, là, tu sais, je suis pas encore toute la dimension théorique, conceptuelle, ça me parle pas encore beaucoup. Mais ceci dit, le fait des séminaires, le fait d'échanger avec les profs, de lire, j'ai la piqûre. Vraiment, j'ai la piqûre. Et donc, on convient. Et donc, je choisis comme directeur de maîtrise Bernard Arcan, qui était spécialiste, entre autres, spécialiste des Cuivas en Colombie, aussi des chasseurs-cueilleurs nomades. Donc, on se dit, on va avoir des bons échanges ensemble. Et effectivement, okay, c'était très agréable de travailler avec Bernard Arcan. Et donc, on décide, je ne vais pas retourner en Australie. J'ai assez de données, même si c'est un peu épars et incomplet, pour faire un mémoire de maîtrise que je vais intituler Contribution à l'ethnographie de Balgo, une communauté aborigène du désert occidental australien. Donc, écoutez, c'est pas la maîtrise du siècle, mais ça répondait aux critères de l'époque. Mais tout ce que je viens de dire sur la cueillette et tout ça, et un peu l'histoire de Balgo, donc tu sais, c'était une contribution à l'ethnographie de Balgo. Euh, donc, oui, et donc, oui, et donc je suis en rédaction de mémoire. Non, 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 OK. Entre-temps, en 83, au département d'anthropologie, je rencontre celui qui allait devenir mon mari et le père de mes 2 fils, Alain Sachel. Et donc, je continue ma maîtrise. En octobre 84, j'accouche de mon plus vieux, Mathieu. Je
suis en rédaction de mémoire. Entre-temps, j'ai appliqué pour une bourse de doctorat, parce que là, j'ai vraiment la piqûre. Là, c'est sûr, là, tout à coup, je viens de découvrir l'anthropologie, puis je me dis, ça, c'est ma place. Là, c'est la première fois, finalement, depuis tout ce temps-là, que c'est ma place. Et donc, j'ai appliqué pour une bourse de doctorat à CRSH. Je l'ai obtenue. Elle débute en janvier 85. À l'époque, des congés de maternité, personne n'a jamais entendu parler de ça, là. On n'en parle pas. À ma connaissance, c'est en 1996 que le CRSH va commencer à octroyer des congés de maternité à ses boursières. À l'époque, ça n'existe pas. Donc, on est en octobre. J'ai Mathieu, que j'allaite. Entre-temps, j'ai réalisé que le papa n'avait aucunement la fibre paternelle. Voilà, aucunement. Mes grands-parents n'étaient pas disposés ou étaient occupés ailleurs. Ils ne pouvaient pas assumer leur rôle. Mes parents ne pouvaient pas assumer leur rôle de grands-parents. Donc, je suis seule, je suis épuisée, et je me dis, merde, si je dépose pas, parce que c'est très strict, si tu ne déposes pas avant le 1er janvier, tu perds la bourse. C'est une bourse de doctorat sur 5 ans quand même, là, OK? Donc, mi-décembre, je vais voir Bernard Arcan dans son bureau. J'ai le bébé avec moi. Je ne sais même pas comment je le transporte, mais personne d'autre. Je l'avais toujours avec moi, on était toujours ensemble. Puis en plus, je venais de passer des années où les enfants, c'est famille élargie. Les enfants sont pris en charge par tout le monde. Puis en Australie, les femmes allaitaient les bébés des autres. Là, je veux dire, on se passait les enfants. Là, puis là, moi, je me retrouve vraiment, vraiment, mais vraiment toute seule. Et je suis épuisée. Là, je devais faire peur à voir. Okay? Et je vais voir Bernard. Je dis, regarde Bernard, j'y arriverai pas. Il faut que je dépose là, pour le 1er janvier. Bernard, il dit, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, j'ai dit, l'essentiel est écrit, là, mais j'ai dit, il reste la conclusion, puis une relecture ou tout ça. Ben, il dit, je t'écris ta conclusion. Ah! Oh, je sais pas si j'ai sauté au cou, peut-être. Non, avec le bébé, je pouvais peut-être pas y sauter au cou. Je sais pas, mais j'étais vraiment reconnaissante, très reconnaissante. Donc, Bernard m'a écrit ma conclusion. On l'a peut-être écrit à deux, là, à deux mains, mais juste pour dire que tout à coup, après plusieurs mois, j'avais quelqu'un qui allait dire, qui me tendait la main. C'était là, après, c'est ça, c'était la première fois en plusieurs mois. Et ça a été, donc, ça, juste ça, là, ça m'a boosté pour finir, là, la maîtrise. Et donc, j'ai déposé la maîtrise. En janvier, j'ai commencé le doctorat à l'Université Laval. Donc, je sais très bien que le mot d'ordre, c'est « tu ne fais pas ton bac, ta maîtrise et ton doctorat dans la même université ». Mais bon, ça va. On était très bien entourés au département d'anthropologie. Il y avait vraiment donc un bon corps professoral. Et c'était tout à fait satisfaisant. Donc, j'allais au séminaire de doctorat avec mon bébé. J'allaitais durant le séminaire. Personne n'a jamais rien dit. Mais c'était ça, j'avais pas le choix, là. Donc, et là, je vais aussi, donc, durant les années de préparation du projet de doctorat, donc, je vais choisir le rêve comme thème de recherche. C'est un choix à la fois intuitif et stratégique. Intuitif parce que durant mon premier séjour là, d'1 an et demi ou quelques en Australie, j'avais bien vu que le rêve était très présent, qu'ils parlaient beaucoup de leurs rêves, qu'ils les racontaient, qu'ils les partageaient régulièrement. Donc, je me suis dit, OK, il y a là un créneau intéressant. J'ai bien vu dans mes lectures, dans ma préparation là, doctorale, que l'anthropologie du rêve est un champ émergent aux États-Unis, autour de Barbara Tedlock, entre autres. C'est un champ de recherche émergent. Toute l'anthropologie des années 80 était quand même là, un champ de recherche. L'anthropologie elle-même, l'anthropologie américaine et britannique
était donc dans les années 80 bouillonnante. Là, hein. On voyait, il y avait eu donc l'anthropologie interprétative de Goertz, à laquelle je vais beaucoup m'affilier, mais on voit aussi, tu sais, anthropologie du rêve, mais anthropologie du corps, anthropologie des sens, anthropologie des émotions, tu sais, tout ça, c'est tous des nouveaux champs émergents. Là. On sort un peu du modèle là, plus classique de l'anthropologie sur un système de parenté, économie, politique, religieux. On s'ouvre. Il y a donc toute l'anthropologie interprétative de Goertz, il y a l'anthropologie de l'expérience de Turner. C'est tout le début aussi de toute la réflexion critique autour donc, du rôle de l'anthropologie dans l'histoire coloniale. C'est... oui, donc c'est toute une littérature. Et ce qu'il y a de bien aussi par rapport à l'anthropologie québécoise, c'est qu'elle est au carrefour de toutes ces traditions nationales, françaises, britanniques et américaines. Donc, on n'a pas à faire des choix. On peut vraiment là, puiser, se construire une boîte à outils dans toutes ces différentes approches. J'avoue qu'au département à l'époque, et là, oui, moi, je détonnais un peu parce qu'à l'époque, au département, au milieu des années 80, on est encore dans structuralisme ou marxisme. C'est l'un ou l'autre. Les féministes allaient venir un peu plus tard. Ils n'ont pas trop su où les mettre au début. Mais elles vont bien faire leur place, très certainement. Mais tu sais, la dynamique, c'est un peu ça. Tu es structuraliste ou tu es marxiste. Et moi, je m'identifiais à rien de ça. J'étais vraiment dans cette anthropologie culturelle américaine, l'anthropologie de l'expérience de Turner. J'étais ailleurs. Mais ceci dit, tu sais, mon directeur de thèse de doctorat était Éric Schwimmer. J'avais deux co-directeurs, Hélène Corin, qui était affiliée à McGill, je vais y revenir tantôt, et Yvan Breton. Yvan était quand même resté très près. C'était grâce à lui que j'étais là. Et donc, Éric Schwimmer, qui était sémiotique de la culture, beaucoup. Et c'est Éric, tu sais, qui m'avait mis sur la piste en disant, tu sais, comme anthropologue, on s'intéresse à l'ordre conçu et à l'ordre vécu. Tu sais. Et là, ça m'a toujours, là, tu sais, ça m'a toujours nourri et je me suis toujours perçue un peu comme, tu sais, à la rencontre de la sémiotique et de la phénoménologie, considérant que les deux, une sémiotique est toujours une sémiotique de la culture, comme disait Umberto Eco, et une phénoménologie, l'expérience, un vécu, et là aussi, tu sais, on ne peut pas faire fi de la dimension culturelle. Donc, je vais un peu construire ma propre boîte à outils, mais je m'amusais vraiment, tu sais, j'en mangeais, là, tu sais, c'était vraiment ça. Et de participer à ce champ émergent, donc, de l'anthropologie du rêve. Donc, je vais soutenir mon projet de doctorat, soutenir le projet, oui, en quelle année? En 86, oui, OK, fin 86. Et donc, en janvier 87, je pars en Australie avec Alain et Mathieu, qui a 2 ans et quelques mois. Donc, on part en Australie. On a un petit peu d'argent, j'ai ma bourse. Je sais très bien que ça ne va pas être suffisant. Mais c'est les vieux réflexes du globe-trotteur. Tout va bien se passer. Et donc, on arrive à Canberra.